Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Salut Mounir. Salut. Merci de participer à La Tête aux Pieds. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Mounir Bondurant. Je suis anthropologue, spécialiste des études culturelles. J'ai longtemps travaillé sur la violence politique et la représentation de la violence politique en lien avec le genre et particulièrement les expressions de masculinité. Merveilleux. Donc, tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir, enfin, je t'ai proposé d'intervenir, parce qu'effectivement, toute cette notion de masculinité, de genre qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu le parcours que tu as suivi ? Oui. Donc, je suis moi-même d'origine multiculturelle. Je suis né au Liban, d'une famille de Libanais installés au Sénégal. Donc, j'ai eu un environnement qui était un peu sur les trois continents, entre l'Afrique, l'Orient et l'Europe. J'ai grandi en France et je me suis intéressé à l'islam d'abord, donc j'ai eu un master d'islamologie aux langues orientales, à l'école des langues orientales, et puis après aux États-Unis, je me suis formé à l'anthropologie, et particulièrement à l'anthropologie visuelle à Berkeley, et c'est là-bas que j'ai commencé à écrire ma thèse de doctorat, qui s'intéressait donc aux représentations genrées de l'islamisme politique. Très bien, super. Et aujourd'hui, quel poste tu occupes ? Alors aujourd'hui, je suis chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle, mais mon emploi principal en fait consiste à diriger les antennes des universités de la Caroline du Nord et de l'Illinois en France. Super parcours. Du coup, voilà, si je te dis la tête aux pieds, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors ça m'évoque déjà une posture très difficile à faire en yoga, par exemple, qui serait très au-delà de mon niveau actuel de pratique. Ah oui, parce que tu es pratiquant de yoga aussi. Je pratique le yoga aussi, de manière physique et puis un tout petit peu philosophico-spirituelle aussi, on va dire. Ok, est-ce que tu peux préciser ça, par exemple ? Le yoga m'a aidé, a eu des bénéfices sur les deux tableaux. Il y a eu des bénéfices au niveau physique, puisque mon sport de prédilection, c'est le rugby, qui est un sport extrêmement traumatique. Le yoga est entré dans ma vie au moment où, justement, je devais contrebalancer, en fait, les impacts physiques du rugby sur mon corps. Il fallait que... je sois plus souple, il fallait que je me détende, il fallait que je sois plus soigneux avec mes articulations. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la pratique du yoga. Et en même temps, c'était aussi un moment de ma vie où le yoga et la méditation de pleine conscience sont entrés dans ma vie afin de pouvoir m'aider à réguler mes émotions, et réguler certaines habitudes, notamment addictives, que je pouvais avoir et qui commençaient à poser problème dans ma vie et dans mes relations aux autres. Et le yoga a été une voie spirituelle dans le détachement, la prise de conscience aussi de ce qui pouvait se passer au niveau sensoriel, mais le sensoriel comme un premier pas vers la prise de conscience émotionnelle. J'étais quelqu'un qui avait du mal en fait à identifier ses émotions, à identifier ce qu'il ressentait. Et un des problèmes que j'avais, c'est que je ne sentais pas ce que je ressentais en fait. Et du coup, le yoga a commencé, c'est pas la seule chose que j'ai utilisée pour arriver à ça, mais ça a été une des voies pour m'amener en fait à identifier mes ressentis et du coup à mieux comprendre les émotions qu'il y avait derrière.
C'est merveilleux. On n'a rien préparé, hein, et pourtant c'est assez plaisant de voir comment nos discours ou nos expériences peuvent être proches l'une de l'autre. Et donc du coup, ayant posé tout ça, si je te dis la tête aux pieds, est-ce que fort de tout ce cheminement-là? Bah oui, du coup, la tête aux pieds, ça m'évoque, suite à ce que je viens de dire, en fait, ça m'évoque deux choses. C'est que pour moi, les pieds vont être tout ce qui sera être terre à terre, être ancré au sol, être solidement dans le matériel, solidement installé dans le matériel, ce que les philosophes ils appellent l'immanence, en fait, hein, les choses autour de nous. Et puis la tête, c'est le lien vers le ciel, le spirituel, mais aussi le mental, le psychologique. Donc de la tête aux pieds, ça va être le lien, la route qui mène de l'un à l'autre. Donc que je sois dans mon corps, solide dans mon corps, avec un corps bien fait, dans un environnement maîtrisé du point de vue physiologique et aussi du point de vue sensoriel. Et comment ça reste en lien, comment ça nourrit et c'est nourri en retour par la tête et le mental, le psychologique. Donc de la tête aux pieds, ce serait ce qui va mettre mon corps et mon esprit ensemble. Évidemment, tout de suite, je me dis que dans le corps et dans l'esprit, il y a une identité de genre qui s'exprime. Et alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, puisque c'est un de tes champs de spécialité, sur les représentations un peu traditionnelles qui lient la masculinité et le corps? Alors, les représentations traditionnelles... Je sais pas si traditionnel, c'est le bon terme, mais tu vois, moi, je vais partir... stéréotypes. Ouais, je vais partir de là. Parce que, justement, traditionnellement ou de façon commune, on imagine que, justement, le corps est ce qui signifie le mieux, ce qui révèle le mieux l'identité de genre. C'est le premier marqueur. Et c'est d'ailleurs à cause du corps que parfois il est difficile de comprendre la différence entre le genre et le sexe. On naît, c'est-à-dire les humains naissent avec un corps. Et ce corps-là va être à la naissance immédiatement lu comme étant un corps genré, à partir de quelques éléments qui sont des marqueurs qui peuvent paraître indiscutablement genrés. Par exemple, les seins, ou le vagin, ou le pénis, ou des hanches larges, ou des épaules larges, etc., etc. Évidemment, quand le bébé apparaît, lui, ces signes-là, en fait, il ne les porte pas réellement. On pourrait dire que, à part les organes génitaux, les corps de bébés, garçons ou filles, se ressemblent étrangement. Et c'est plus tard que le corps va avoir les attributs que j'ai décrits tout à l'heure. Pourtant, quand le bébé il naît XX, c'est-à-dire de sexe féminin, ou il naît XY, c'est-à-dire de sexe masculin. Et puis après, il va développer des attributs physiques. Et ce sont ces attributs physiques que la culture va genrer. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, des hanches larges vont féminiser le corps, qu'il soit XX ou XY, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, des hanches larges vont féminiser ce corps. Des épaules robustes vont masculiniser ce corps. Et puis, évidemment, des cheveux longs vont le féminiser, des cheveux courts vont le masculiniser, des poils proéminents vont le masculiniser, l'absence va le féminiser, etc., etc. Et donc, si je fais cette description un peu compliquée, c'est pour montrer qu'en réalité,
à la naissance, on a très peu de choses qui, objectivement, nous montrent le genre. Ce qui est le plus flagrant, ça va être les organes génitaux. Et donc, c'est souvent à ça, en fait, qu'on revient. Mais une fois que ces organes génitaux sont cachés, la plupart des expressions du corps qui vont permettre aux autres de voir notre genre, ce sont des expressions qui sont plutôt culturellement déterminées. Et la culture, elle va non seulement donner des valeurs, c'est-à-dire cheveux longs égale fille, cheveux courts égale garçon. Ça, ce sont des valeurs sur lesquelles on peut jouer. On peut facilement se couper les cheveux ou décider de les laisser pousser. Mais la culture va aussi habituer nos corps, dès le début, à adopter une idée du masculin et du féminin. Par exemple, la façon dont on marche ou la façon dont on va s'asseoir. Très vite, les enfants vont apprendre à marcher d'une certaine manière, et cette certaine manière, elle va être transmise par les parents afin qu'ils puissent marcher de manière masculine ou de manière féminine, non pas parce qu'ils sont nés garçons ou filles, mais parce que les parents ont la volonté de fabriquer un garçon ou de fabriquer une fille. Quand je dis les parents, on pourrait dire la famille, et puis après toute la société, voilà, tout l'environnement derrière. Hein. À l'école, ce sera pareil. On va demander très rapidement aux petites filles de s'asseoir d'une certaine manière et aux petits garçons de s'asseoir d'une autre. Ou, au contraire, on ne demandera pas certaines choses aux garçons qu'on demandera aux filles, etc., etc. Voilà. Donc, le corps, ce qui revient purement au naturel, purement au biologique, est extrêmement mince, extrêmement tenu. Le corps, lui-même, est le produit, non seulement par son apparence, mais aussi par son mouvement. Il est le produit d'une culture, et donc c'est comme ça que la culture va le genrer. Donc, pour résumer un petit peu, pour toi, le sexe, c'est biologique, et le genre, c'est plutôt culturel. C'est ça. On pourrait dire que pour moi, le sexe se résume à la paire chromosomique, XX et XY. Et tout le reste, c'est du genre. Mais j'irais presque jusqu'à dire que tout le reste, c'est du genre, c'est-à-dire que on pourrait très bien, et on sait, que la nature fait des corps XX avec des pénis, ou des corps XY avec des vagins. La nature va complexifier énormément les choses. Et c'est parce que la nature est très compliquée que la culture simplifie en catégorisant. Et donc, il y a un côté où, en fait, ça peut s'avérer nocif, toxique, parce que, du coup, il y a une contrainte du biologique par le culturel qui peut mener à des conflits d'identité, par exemple. C'est pas nocif en soi. Ce qui va devenir des sources de tension et des sources de conflit, c'est le fait qu'aucune catégorie culturelle n'existe sans être immédiatement hiérarchisée. Nos catégories culturelles existent au moment où elles apparaissent, elles portent déjà en elles l'intention de valorisation ou de dévalorisation. Et entre elles, il y a une intention de hiérarchie. Et c'est là que les problèmes apparaissent. C'est-à-dire que si nous étions tout simplement dans une culture dans laquelle on reconnaît qu'il y a des corps hommes et des corps femmes, et que finalement ça n'est pas très très important, ça ne poserait aucun problème. Le problème, c'est que immédiatement, quand une culture décide qu'un corps doit être féminisé, cette culture va habituer ce corps à certaines tâches, va mettre ce corps dans des apprentissages et va lui interdire d'autres apprentissages. On sait par exemple que très souvent les jeunes filles sont moins nourries, que les jeunes filles vont être moins habituées à l'exercice physique. Elles vont être préservées de cette chose-là. Et petit à petit, on va se rendre compte que ces corps qui sont moins nourris, moins habitués à l'exercice physique, au fil des générations, sont plus petits et plus faibles. Et on va se dire, les filles sont naturellement plus petites et plus faibles, et on ne reconnaît pas la part de l'héritage
que l'on a au fil des générations, dans le fait que, évidemment, ces corps-là ont été élevés à avoir des structures plus fragiles, des structures moins entraînées. Et donc, on va naturaliser ce qui est en réalité le résultat des habitudes culturelles sur le très long terme. D'accord. Donc, en fait, il y a une confusion, peut-être volontaire d'ailleurs, entre ce qui est artificiel et ce qui est naturel, et donc les différences entre les genres, quoi. Et que le problème du genre, finalement, selon toi, c'est que ça induit une logique de domination, en fait, d'un groupe sur un autre. Oui, c'est ça. La catégorie de genre, et particulièrement quand ces catégories sont binaires. N'importe quelle catégorie qui n'existe qu'à travers un duo, c'est-à-dire toute la richesse de la réalité, toute la richesse du monde ramenée à deux catégories, automatiquement le projet, c'est de hiérarchiser une de ces deux catégories en la déclarant dominante de l'autre. Ok. Et alors, à ton avis, comment, dans ton expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, un travail du corps conscient, comme le yoga, donc ce que tu as expliqué tout à l'heure, ça pourrait, le yoga ou d'autres disciplines, justement plutôt holistiques, qui intègrent le corps et l'esprit, à ton avis, de quelle façon ça pourrait permettre de dépasser ces différences artificielles? Parce que ça impose un rapport de domination entre les deux catégories, mais aussi à l'intérieur des catégories. Par exemple, pour reprendre le thème de la masculinité, qui est un peu central dans mon travail, en fait, il y a aussi, pour être un vrai homme ou un homme fort, ça va imposer des choses. Et donc, de quelle manière le travail du corps, ça pourrait déconstruire ces logiques? Parce que même pour les dominants, finalement, il y a des injonctions, puisqu'il faut être un homme de telle et telle manière, et donc faire des choses, s'entraîner d'une certaine façon, si on parle de la pratique physique, ne pas pratiquer d'autres manières. Moi, j'ai pu voir ça dans mon parcours sportif. Et donc, voilà, comment approcher l'exercice physique, ça peut permettre aussi de déconstruire ces choses, ces dynamiques. Alors, en fait, le yoga, il nous rappelle que justement, ces catégories hommes, masculins et féminins, comme nous les entendons aujourd'hui chez nous en France, ce sont des catégories occidentales. Et que le yoga, lui, il ramène d'autres traditions qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne viennent pas de cette construction du masculin et de féminin en antagonie. Pour caricaturer un peu les choses, on pourrait dire que le yoga vient aussi de cette idée de yin et de yang, c'est-à-dire d'un masculin et d'un féminin qui ne seraient pas antagonistes, mais qui seraient complémentaires, voire fusionnants. Et que donc, le masculin et le féminin, en tant que polarité, ne seraient pas des polarités d'une ligne, mais le fameux cercle de yin et yang, en fait, quoi, hein. Et ça change tout. Que l'on imagine qu'on n'est pas sur une ligne, mais qu'on est sur un cercle, c'est-à-dire on n'est pas dans deux catégories qui s'opposent par nature, qui s'excluent par nature. Ce qui est masculin ne peut pas être féminin et ce qui est féminin ne peut pas être masculin. C'est comme ça que nous, on pense de manière caricaturale en Occident. Le yoga ne nous propose pas ça. Le yoga nous propose des polarités circulaires. C'est-à-dire que ce qui est à un moment masculin comporte à l'intérieur de lui le potentiel du féminin. Et l'inverse est aussi vrai. Donc là, à partir de là, ce que l'on voit d'ailleurs dans ces pratiques orientales, c'est que, par exemple, les asanas, alors je parle sous ton contrôle, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait traditionnellement des asanas qui soient réservés aux hommes ou réservés aux femmes. Non, a priori non. Enfin, ce que tu expliques là, ça me fait penser à autre chose, mais je te laisse terminer, vas-y. Et donc, à partir de là, on est dans une pratique qui n'existe pas par le genre, qui est également complètement opposée à nos pratiques sportives, dans lesquelles nous, on a des sports pour hommes, des sports pour femmes, et surtout, quand les sports sont pratiqués par les deux genres, eh ben on les mélange pas. Hein. Et même si aujourd'hui on commence un tout petit peu à revenir sur cette idée-là, une même pratique sportive, on n'imagine pas, avec plein de choses qui peuvent être plus ou moins entendables, c'est pas les mêmes capacités physiques, le sport est maintenant mêlé à l'économie, bon, toutes ces choses-là, d'accord, mais le résultat c'est le même, c'est que en ce moment, nous en Occident, un sport, on a des sports masculins, des sports féminins, et ils ne se mélangent pas. Alors que là, le yoga, ça va être une pratique sportive et physique qui dépasse ça, même depuis dans son essence en fait. Hein. C'est pas pensé comme ça.
Ok, mais alors moi je te rejoins tout à fait sur le fait que effectivement en Asie il y a plutôt que les opposés soient toujours complémentaires et pas exclusifs. Je sais pas si c'est le bon terme, et paradoxalement, pourtant, c'est des sociétés qui sont elles-mêmes très genrées. Par exemple, le yoga, c'était pendant longtemps une pratique qui était réservée aux hommes, mais je pense que même en Chine, enfin que ce soit l'Inde ou la Chine, il y a eu aussi beaucoup de domination masculine sur les femmes. Et donc, c'est comme s'il y avait une rupture entre un postulat philosophique qui est vraiment fondamental, de cette complémentarité entre le yin et le yang pour parler de la Chine, et une réalité sociale qui est en rupture avec ça, où quand même, il y a des différences entre les hommes et les femmes assez marquées, et des situations de domination assez nettes quand même. Comment est-ce que tu expliquerais ça, ce décalage ? Oui, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, tu ramènes quelque chose qui me fait un peu sortir de l'exotisme dans lequel j'étais en train de rentrer, là, qui rappelle que le yoga, ça vient d'abord d'un art martial. Et que le donc, Kalaripayat, ouais. Et que donc, justement, c'est une préoccupation masculine au départ, parce que ça fait partie des pratiques guerrières. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des cultures asiatiques, mais je sais que en Inde, en Chine, et je crois à certains moments de l'Empire moghol, il y a eu des guerrières. Et il y a eu des bataillons de femmes guerrières. Je sais aussi que certaines nonnes bouddhistes ont pris les armes, par exemple, et qu'elles ont elles-mêmes été entraînées à certains arts martiaux afin de se préparer à ça, au combat. Donc, ça n'est pas non plus tout blanc ou tout noir, les choses ont pu être plus complexes que ça. Néanmoins, on est quand même dans cette culture du guerrier. Je pense, par exemple, à comment est-ce que Dumézil, de toute façon, avait réduit les trois fonctions en fait, de la culture indo-européenne à l'artisan, le guerrier et le prêtre. Et effectivement, Dumézil ne pense pas en termes de genre. Alors, qui est Dumézil parce que je ne connais pas, Ouais. C'est certains de nos auditeurs non plus. Georges Dumézil, en fait, Georges Dumézil est un anthropologue linguiste du milieu du XXe siècle, et c'est lui qui va le mieux développer la théorie, puisque ça reste une théorie, d'une culture indo-européenne, c'est-à-dire à un moment de l'histoire où les peuples, il y aurait eu un peuple source qui aurait vécu au nord de l'Indus et qui, par ses migrations, aurait donné toutes les cultures qui existent aujourd'hui, de l'Inde jusqu'à l'Irlande, en disant qu'en fait, à travers certaines structures linguistiques et mythologiques, on se rend compte qu'il y a des liens entre ces cultures-là. Et donc, lui, Dumézil, ne partait pas du principe de l'idée en fait d'emprunt et de métissage, il partait véritablement sur l'idée d'une évolution dans le temps où ça aurait été des groupes de migration vers l'ouest qui auraient petit à petit en fait évolué, mais qui seraient partis d'une langue et d'une culture originelle qu'il a appelée indo-européen. Donc aujourd'hui, ça se discute énormément, surtout l'histoire globalisée telle qu'on la pratique aujourd'hui est plutôt en porte-à-faux par rapport à ces analyses-là. Là, c'est vraiment l'héritage linguistique qui était dominant à l'époque. Mais en tout cas, il a apporté, surtout au niveau mythologique, son apport principal, c'est de nous montrer en fait qu'il y a des grands mythes, il y a des grandes figures qui prédominent toutes ces cultures-là, et le guerrier fait partie de ces grandes figures-là. Ok, mais pour lui, donc du coup, lui parlait pas de genre. C'est ça que tu... C'est ça. En fait, lui, alors qu'il s'intéressait aux cultures, il a oublié en fait de réaliser qu'il s'intéressait surtout à des figures masculines de ces cultures-là, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est très riche, mais c'était pour...
Du coup, je t'ai suivi chez Dumézil et j'ai perdu mon idée, mais il y a un moment où en fait, ouais, il y avait ce décalage entre finalement le postulat philosophique de la complémentarité entre le masculin et le féminin et des situations de domination qu'on pouvait quand même observer soit en Inde, soit en Chine. Oui, si, voilà. C'était que quand même, ce qui me paraît être une différence par rapport à la pratique sportive telle qu'on peut l'avoir en Occident et surtout dans les sports d'hommes, c'est que pour le yoga et pour les arts martiaux, il y a une dimension de souplesse, par exemple, qui est quand même très importante. Et il me semble que, à part peut-être pour la gym ou certaines activités qui me viennent pas forcément en tête, mais la souplesse en Occident, c'est beaucoup associé à la féminité. Et que c'est peut-être pour ça aussi que le yoga a plus de succès pour l'instant chez les femmes, c'est que c'est une qualité physique qui est pour le coup genrée en Occident et que le cliché en gros c'est que les filles font des grands écarts et les garçons font des pompes quoi. En gros, donc ça ce serait quand même quelque chose de plus transversal, c'est-à-dire que le yoga et les arts martiaux demandent beaucoup plus même de la grâce quelque part, alors que effectivement en Occident c'est plutôt la force que la grâce. Non, je te vois faire une mimique. Alors non, c'est très intéressant parce que tu nous permets là d'aller vers un point qui est hyper important, c'est de rappeler que notre vision du masculin et du féminin, il a 2 siècles et demi. Et que tout a changé il y a à peu près 2 siècles et demi. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé alors, Mounia? Vous sentez qu'il s'échauffe? Au début, il était un petit peu timide. On discute beaucoup avec Mounia. Donc là, on sent que voilà, ça y est, c'est parti. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des révolutions. C'est l'époque des révolutions et la grande révolution, c'est la révolution industrialo-capitaliste. Donc voilà ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, notre vision du masculin et du féminin, c'est une vision qui a servi cette révolution-là. Pourquoi c'est très clair? Parce que ces idées de souplesse, d'élégance, c'est toute la chevalerie jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que d'être un grand chevalier, puis plus tard d'être un bel escrimeur, ça demande de la souplesse, de l'élégance et toutes ces valeurs qui justement étaient les valeurs clés de la masculinité pré-industrielle. Et ces valeurs-là, de quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus liquide, de beaucoup plus tendre, vont être remplacées par des valeurs qui vont devenir les valeurs dominantes de la masculinité à partir du XVIIIe, du XIXe siècle, et qui vont être justement les valeurs du dur, du solide, du rigide. C'est la culture dominante du 19e siècle, celle qui va mener la révolution industrielle-capitaliste, qui va apporter ça un peu à travers le monde, et c'est la culture britannique. Donc, au 19e siècle, c'est l'Angleterre qui apporte le capitalisme à travers le monde, soit directement, soit à travers ses anciennes colonies comme les États-Unis par exemple. Et ces valeurs-là, les valeurs britanniques du 19e siècle, sont ce que l'on va appeler les valeurs victoriennes. C'est-à-dire des valeurs d'abord d'enrichissement, de réussite matérielle. Donc le matériel va devenir extrêmement important, la réussite va devenir important. Derrière ça, il y a les valeurs de compétition, des valeurs guerrières au sens de guerre physique, coloniale, ou de guerre économique. Ça va être le début des grandes guerres économiques. Et nous allons être dans une culture dans laquelle les métaux, l'acier, les fers, le chemin de fer, la modernité va se confondre avec le dur, avec l'incassable, avec l'inaltérable. Et le masculin va hériter de ces images-là. On peut penser justement au corps victorien, au corps des armées victoriennes, des officiers victoriens, qui seront des corps entraînés à l'impassibilité, l'absence d'émotion, à être durs, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut cacher ce que l'on ressent, il faut être imperceptible. Au
regard de l'autre comme une muraille, en fait. Hein. Et cette masculinité victorienne de la solidité à l'intérieur et à l'extérieur, du contrôle de soi et du contrôle des autres, qui s'installe au XIXe siècle, c'est elle qui va devenir la nouvelle référence masculine. Et en opposition, justement, le féminin va consister à être tout l'inverse. Et c'est à partir du XIXe siècle que le féminin va être défini à travers le mou, le souple, le fluide, le liquide, qui est de manière assez évidente rattachée au sexe féminin, que ce soit parce qu'elles sont folles et qu'elles pleurent, parce qu'elles ne contrôlent pas leurs émotions contrairement aux hommes, ces satanées femmes, soit parce qu'elles ont ce cycle menstruel incompréhensible qui lui aussi apporte du liquide. Voilà, sans oublier que, évidemment, au moment de la naissance, ce qui reste la marque féminine par excellence, le liquide sort aussi. Donc, autant l'homme va paraître naturellement, avec tous les guillemets du monde, s'inscrire dans quelque chose de dur, de solide, d'incourbable, autant la femme va être ramenée au liquide, au fluide, au mou et à la courbe. Donc en fait, on retrouve là un peu les visions stéréotypées dont tu parlais au début de l'entretien, qui sont dans nos esprits un petit peu ce qu'on associe de façon plus ou moins consciente au masculin et au féminin. Donc à la fois on a déjà un peu abordé ce sujet, mais donc là c'était plutôt sur le genre, même si on a un peu voyagé dans le monde. Mais justement, est-ce que au-delà de l'opposition entre les corps féminins et masculins, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les oppositions entre la vision du corps en Occident et en Asie ou en Orient? Alors je sais qu'on discute souvent de ça, est-ce que l'Orient existe? Mais et justement, comme on a des stéréotypes sur le genre, on peut avoir des visions stéréotypées du corps de l'autre, et en quoi en fait c'est très limitant, et comment on pourrait gagner, nous occidentaux, à s'ouvrir à d'autres visions du corps qui viennent d'ailleurs dans le monde? Alors, en Occident, on a un problème avec la masculinité asiatique. Les hommes asiatiques sont dévirilisés par les représentations dominantes occidentales, qu'elles soient nord-américaines ou européennes. En général, hein. Évidemment, il y a d'énormes exceptions. On pourrait tout de suite penser au kung-fu et à la tradition des films de kung-fu qui, eux, vont être la source d'une politique de virilité, mais c'est l'exception qui rappelle que la règle, c'est que le corps masculin asiatique est vu comme étant un corps peu viril. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque des attributs clés du corps masculin pour les Occidentaux. Les Occidentaux masculinisent les corps quand ils sont grands et forts, ce qui n'est pas un attribut général au départ du corps asiatique, qui est plutôt de tradition menue jusqu'à présent. Hein. Maintenant, on connaît tous des basketteurs chinois qui font plus de 2,10 m, je veux dire. Mais traditionnellement, ce sont des corps menus. Donc ça les dévirilise. Ce sont des corps imberbes, ce qui les dévirilise aussi. Et ce sont des corps, parce que évidemment l'obsession du pénis pour les politiques occidentales de masculinité, dans lequel le pénis serait un peu le symbole de la virilité, aujourd'hui, on imagine souvent que les hommes asiatiques ont des petits pénis. Et donc toutes ces représentations-là les dévirilisent ces corps-là. Et puis après, dans les traits culturels, on va souvent avoir des représentations en fait pacifiques des sociétés asiatiques. On va avoir des représentations justement d'harmonie, de cohérence, d'une culture de la paix qui va aussi les déviriliser, puisque nous vivons dans une société dans laquelle la virilité s'exprime à travers la force physique, le courage, l'agressivité, qui sont des valeurs viriles pour nous.
Et donc un manque d'agressivité est perçu chez nous comme un manque de virilité. Et justement, comme ce sont des sociétés qui peuvent paraître, hein, c'est tout cela, nous sommes dans les représentations, c'est faux si on regarde dans les détails. Hein. Complètement faux, oui. Mais ce sont des sociétés qui peuvent paraître comme des sociétés pacifiques au départ, et donc cela les dévirilise. En fait. Voilà. Pendant très longtemps, moi quand je suis arrivé, quand j'étais jeune étudiant, j'ai très souvent entendu mes collègues me dire ce qui est très difficile quand on allait voir des films chinois par exemple, ou des films de Hong Kong. Moi j'étais fan de Wong Kar-wai quand j'étais jeune, et très souvent j'avais mes collègues qui me disaient ah c'est super, le seul problème c'est qu'on n'arrive pas à suivre parce qu'on reconnaît pas les personnages. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas en fait à lire les spécificités des corps. Et en gros, tous les hommes se ressemblaient et toutes les femmes se ressemblaient, et du coup, ils n'arrivaient pas à suivre l'histoire, quoi. Et ça, on peut l'entendre justement sur tout ce qui va être des corps qui auront des apparences ethno-raciales différentes. On peut entendre ça aussi sur les corps noirs, on peut entendre ça sur les corps asiatiques, quoi. On peut entendre ça sur les corps lapons. Très souvent, on va dire, voilà, tous les Lapons se ressemblent, tous les Esquimaux se ressemblent. Voilà. Et cette façon de ne pas pouvoir singulariser, en fait, ces corps masculins, c'est aussi une façon de les déviriliser. Ok. Et donc, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait apporter, la rencontre, via notamment, enfin moi, c'était mon expérience, mais via les arts martiaux ou le yoga, de la rencontre avec d'autres visions du corps. C'est rencontrer d'autres pratiques, c'est rencontrer d'autres cultures, et en quoi ça pourrait permettre une ouverture, parce que dans tout ce que tu as décrit jusque-là, il me semble qu'il y a énormément de facteurs limitants, que ce soit au niveau du genre ou de la culture ou de la race. Tout ça, ça enferme un peu les corps et les esprits en Occident, mais aussi ailleurs. Enfin, il faudrait discuter avoir d'autres points de vue, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ces visions stéréotypées de l'autre et même de soi, au sens très large, voilà, ça n'a pas l'air très rigolo quand même quand on parle. Et donc, comment faire pour dépasser ça ? Est-ce que c'est possible ? Et comment faire ? Alors, les dépasser, oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait dans le sens où certains individus, certaines communautés proposent des dépassements de la binarité du genre. Ça, c'est disponible. Est-ce que l'on peut penser l'abolition du genre ? Ça, c'est une question philosophique à laquelle j'ai pas de réponse. Mais déjà, donc, en fait, dans cette notion de non-binarité, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu expliquais tout à l'heure sur le yin et le yang, où en fait, peut-être qu'au lieu de deux polarités, que ce soit un truc binaire, c'est presque ternaire finalement, que l'alliance du yin et du yang, ça crée un tout, comme si le tout dépassait la somme des parties. Et donc, finalement, ils sont non seulement inenvisageables séparément, mais qu'en plus, c'est leur complémentarité qui crée quelque chose comme une sorte de troisième espace. Et donc, on peut vraiment dépasser une vision binaire du monde et des individus, comme en fait, on peut aussi dépasser une approche binaire de la pratique physique, où il y a les pratiques de force et les pratiques de souplesse et la détente et l'activation, et comme si en fait au milieu des catégories il y avait un espace en fait qui n'était pas du tout fermé et au contraire extrêmement fertile. Et moi c'est ce que j'essaie de développer en fait. Et est-ce que là toi il te semble que c'est possible, ou que voilà, quelque chose d'autre jaillisse de cet espace qui existe entre les catégories justement? Oui, je pense que c'est possible parce que, à mon avis, en tant que critique des catégories de genre, elles ne sont pas très utiles, elles n'apportent rien dans ces projets-là. C'est-à-dire que penser le yin et le yang comme étant des forces masculines et féminines me paraît avoir été une étape dans l'histoire humaine. On pourrait très bien se débarrasser des étiquettes masculins et féminins et continuer à explorer ce que ces forces-là peuvent représenter sans les genrer. Historiquement, elles ont été genrées parce qu'elles appartiennent à une organisation hétéronormée et binaire de la société, et que pour faire comprendre que le soin, le doux, l'ouvert étaient des valeurs essentielles,
on les ramenait à la maternité parce que la maternité faisait partie des étapes ou des expériences communes de chacun. Chacun ayant eu une maman, et on peut souhaiter que cette maman était douce, ouverte, réconfortante, etc. Tout comme l'assertivité, la confiance, la détermination ont été vues comme étant des valeurs paternelles, parce que c'était comme ça que la société était organisée et que les rôles sociaux des hommes les amenaient à valoriser ces attitudes-là. Et qu'à ce moment-là, on pouvait imaginer que le yang pouvait définir cela. Mais finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus de nous dire que c'est masculin ou féminin ? Tout ce que l'on veut, c'est se faire une vie plus équilibrée en développant sa force assertive, en développant sa douceur, en développant son attention, son altruisme, son attention aux autres et son altruisme, ou en développant sa force de détermination. Donc, le fait de dire que l'un va être masculin et l'autre féminin me paraît être une étape historique qui pourrait facilement être dépassée, quoi. Ok, et que c'est un mouvement qui est en cours déjà, en fait. C'est un mouvement qui est en cours, mais comme tous les mouvements en cours, c'est un mouvement qui va provoquer des résistances et ce que les Américains appellent On est suspendu à tes lèvres. Non, comment est-ce qu'on dit ? Du throwback, mais... Ouais, une résistance, quoi, enfin une réaction. Oui, et un retour de bâton. Oui, un retour okay. de bâton, voilà, c'est ça. C'est un phénomène qui va aussi provoquer des résistances et un retour de bâton. Parce que il ne faut pas oublier que là, on parle de domination. Et que les classes dominantes ne se font pas confisquer leur domination sans rien dire. Et que donc, n'importe quelle catégorie qui a du pouvoir ne se laisse pas confisquer son pouvoir sans rien dire. On demande au mieux des compensations, on contre-attaque en général. Donc, bien sûr qu'il y a des forces dans notre société qui travaillent à exprimer le bien-être hors des catégories de masculin et de féminin, et t'en fais partie, et c'est super, et évidemment on a besoin de ça. Mais vous, puisque si je t'inclus, vous avez une position un tout petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire que on appelle à changer les choses, et la révolution consiste à confisquer le pouvoir à certains pour le redistribuer à d'autres. Automatiquement, ça ne laisse pas indifférent. Donc, ça appelle à des résistances, à des contre-discours. Et on a de nombreux contre-discours aujourd'hui. Le masculinisme, c'est un courant très fort, qui est souvent élu aux postes les plus hauts en responsabilité. Bolsonaro et Trump ont eu des discours masculinistes qui ont gagné. Et donc, c'est aussi un courant qui va à l'inverse de tout cela et qui est aussi un courant en croissance aujourd'hui. Mais voilà, on est là pour proposer des alternatives. Écoute, Mounir, je te remercie. Est-ce que, avant de nous quitter, tu pourrais suggérer quelque chose à nos auditeurs ? Alors, soit une pratique, soit une lecture, un film, voilà. Oui, en fait, récemment, il y a quelque chose qui a été traduit en français et que je trouve très bien. Alors, ça peut pas être de la fiction, tant pis. La sorcière écoféministe Starhawk a écrit un guide pour l'organisation collective. Et ce guide vient d'être traduit en français. Et en fait, c'est vraiment un très très joli manuel pour ceux qui veulent agir tout en tenant compte de toutes ces nouvelles catégories reformulées, réformé, mais aussi ce que j'aime beaucoup dans son guide, c'est qu'il y a de nombreuses pages sur comment décider ensemble et comment s'adresser à l'autre, dans la plus grande bienveillance et dans un vrai élan démocratique, ouvert et inclusif. Donc voilà, le guide de l'organisation collective de Starhawk. Merci, ça valait le temps de la réflexion. Merci Mounir, parce que ça, je ne connais pas, mais je vais me renseigner, je vais me rendre dans une librairie tout de suite. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ton temps avec nous et tes connaissances. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et j'ai beaucoup appris. Je te remercie, passe une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup Adrien, à très bientôt. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.